Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume, de bon matin, et ça va bien. Et ça va formidablement bien, donc il est très précisément 9h, on est à l'heure, on est tous ensemble, ça fait plaisir de vous voir, on avait dit 9h pour la preview Kelvin Gastelum contre Jared Cannonier. Nous sommes là les BG du matin, merci Haywire, toujours fidèle parmi les fidèles. Ah la vache, ouais. Une nouvelle fois, excusez-nous pour le retard. Soit. En tout cas, je mets à culpa, et vous pouvez remercier Rust. C'est lui qui m'a dit, Guillaume, au fait, t'es là? Mais oui. Non! Mais non, mais en fait, Oh, les mauvaises langues. était- Ross ne s'est pas éveillé. oh mon cœur. Bah si, on était tous les deux réveillés en plus. Ce qui est d'ailleurs très étrange qu'il soit 9h44 là tout de suite. Parce que à 8h55, je t'ai envoyé You Up Dog, ou même peut-être pas Dog. Et en gros, tu m'as répondu bah ouais. Et en fait, je pense que du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Et voilà. Enfin, bref. On est parti, en tout cas, aujourd'hui, on va faire revue des actualités, bien évidemment, preview de l'UFC de ce week-end, et puis voir tout ce qui s'est passé. On a pas mal de réactions. Quant à Fernand Francis, on a fait un actu en sueur hier pour expliquer la situation, et bien évidemment, on parlera directement avec Fernand dès mardi, mais ça y est, en tout cas, le choc est lancé entre Francis et Cyril Gane, qui devrait arriver pour la fin d'année, normalement. Voilà, Mhm. on lance le générique classique les gars, parce que vous l'avez demandé, vous l'avez plébiscité. Voilà, on est parti. Soit. C'est parti. D'ailleurs, ou à l'extérieur. And we're back, Rusty. Oh. Rusty, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Quelqu'un qui essaye de... De rentrer par effraction. Non, non, c'est un papillon. Ah, papillon de lumière. Alors, alors on a Nono 247 qui pose une question mi-stalker, mi-pertinente. Tu vas pas au Fitness Park le matin, Rust? Rarement le matin. Ah. Le matin, non. Le matin, généralement, c'est plutôt au, je sais pas qu'on appelle ça, au parc en extérieur, en mode prison américaine avec les barres de traction et tout, là. Fitness Park, c'est plutôt le soir. Ok. Parce que il m'aurait croisé. Je ne sais pas, n'hésite pas à expliquer un petit peu, à étayer tout ça, Nono247, qui me demande aussi est-ce que vous pouvez donner votre prono pour ce week-end. Évidemment, on y vient tout de suite, donc Jared Cannonier contre Kelvin Gastelum. Kelvin Gastelum qui est décidément toujours dans les bons... Oui, Et on rappelle aussi Cheick Kongo versus Sergei Kharitonov. exactement, et ça a lieu ce soir, donc c'est du Bellator, Ouais. c'est Cocorico Cheick Congo qui avait émis un petit peu le doute quant à son avenir hein, après sa défaite lors du Bellator Paris face à Tim Johnson. Là finalement, Mhm. il est de retour, il revient face à Kharitonov, légende parmi les légendes. Ross va vous en parler, et c'est intéressant parce que, on va en parler après, bien évidemment, mais on va dire, c'est deux gars qui sont globalement, j'ai envie de dire, sous les radars aujourd'hui des fans dans leur globalité, mais qui sont vraiment intéressants. Donc Ouais. voilà, on va parler de ça. Ça a lieu ce soir. Mais avant, honneur à l'UFC. Jared Cannonier, Kelvin Gastelum qui bénéficie un petit peu du traitement à la Kevin Holland. Short notice, toujours chaud pour justement saisir les opportunités, et qui là, après sa défaite face à Robert Whittaker, claire, nette et précise, juste avant, il s'était imposé face à Ian Heinisch pour sa première victoire, je crois, en 2 ans, ou quelque chose comme ça. Ouais, là, il est à 4 défaites en 5 combats sur les derniers. Mais il Ouais. est face à des gros noms aussi, quoi. Exactement. Et donc là, pour le coup, Kelvin Gastelum revient face à Jared Cannonier. Jared Cannonier numéro 3 de la catégorie, qui lui sort d'une défaite face à ce même Robert Whittaker. Mais si vous voulez, comme tout le monde perd face à Robert Whittaker, sauf Israël Adesanya, ce n'est pas très grave. Donc là, Rust va nous parler des forces en présence et à quoi peut-on s'attendre pour samedi soir. En fait, c'est assez intéressant parce que, comment dire, les dynamiques, déjà, c'est que Jared Cannonier a été blessé, en fait, face à Robert Whittaker dans leur combat. Il s'est fait péter le bras au premier round sur des kicks.
Et il a eu comment dire des surgeries. Oh là là, ça commence très mal. Une opération. Il a eu une opération à son bras et en fait, ça n'a pas pris correctement. Et du coup, il revient un petit peu il s'était fait peur parce que il y a un moment donné où il a cru avec les médecins que ça ne reprendrait jamais correctement. Mais il est là, donc ça fait un peu moins d'un an qu'il n'a pas combattu. Et apparemment, il est revenu au top. Il a voulu vraiment, il a mis un point d'honneur à ce que son retour se fasse très graduellement. Il n'a pas voulu revenir trop vite parce que justement, il avait trop en tête des gens qui étaient revenus trop vite, qui avaient voulu justement mettre la charrue avant les bœufs et qui étaient finalement jamais revenus au top. Donc normalement, c'est quelqu'un d'intelligent et comment dire, je pense aussi qu'il revient en bonne forme. Kelvin Gastelum, et donc à part la défaite contre Cannonier, avant ça, il était sur 3 victoires consécutives spectaculaires en plus. Et Kelvin Gastelum, en fait, c'est un peu étrange parce qu'il est numéro 9 mondial, toujours, tout en ayant 4 défaites sur ses 5 derniers combats. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu la victoire face à Jan Heinisch, qui était une belle victoire et ça faisait plaisir qu'ils remettent un petit vert, tu vois, sur la colonne. Mais c'était pas une victoire non plus extraordinaire. Et les 4 défaites, c'était des défaites qui étaient plutôt claires. La dernière en date étant Robert Whittaker. Tout le monde perd contre Robert Whittaker. Généralement, en ce moment en plus, tout le monde perd par masterclass. C'était le cas. Mais c'était le cas dans le sens, il était dépassé dans tous les domaines. Vraiment, il a eu des bons moments parce que c'était 25 minutes et ce sont tous les deux des combattants d'attrition généralement. Mais il était dépassé partout en fait. Donc, la dynamique, c'est vraiment que c'est un combat qui va être très intéressant parce que les deux sont des vétérans et les deux apportent des compétences qui sont très particulières, très particulières. Donc ça va être un beau combat, je pense, très beau combat. Mais effectivement, même si on dit ça peut avoir des incidences sur le titre prochain, je trouve que ça fait un peu bizarre en fait, en sachant que du coup Gastelum, même s'il est numéro 9, il est un petit peu quand même dans un énorme creux. Cannonier, on sait pas trop où il en est. Donc c'est un combat qui est un petit peu en ventre mou, même si ce sera un super combat. Et est-ce que j'enchaîne ou peut-être qu'il vaut mieux que tu interjectes? Vous n'enchaînez pas, Rust. On a une question, oui, c'est qui devait affronter Cannonier à la base, donc c'était toujours, comme d'hab, Paulo Costa Borrachinha. Là, ça aurait été vraiment intéressant parce qu'on était sur numéro 2 contre numéro 3. C'était beaucoup plus logique là, c'est vrai que comme tu dis, on s'interroge un petit peu, il peut y avoir des incidents sur le titre, mais à mon sens, Cannonier, après cette victoire contre Kelvin Gastelum, qui est quand même loin derrière lui, ça ne justifierait pas un title shot. Donc là, c'est vraiment, à mon sens, vraiment un combat pour le calendrier de l'UFC. Il leur fallait un main event, plutôt que de décaler Cannonier contre Paulo Costa, ils se sont dit, bon, on maintient Cannonier, on va lui trouver un remplaçant à Paulo Costa, et ce remplaçant, c'est Kelvin Gastelum, c'est tout. Donc, finalement, le plus intéressant, honnêtement, ce serait que Kelvin Gastelum réussisse un braquage pour pouvoir se replacer un petit peu dans le mix. Mais that's it. Et maintenant, Rust, parlons de Jared Cannonier, seul homme, avec Conor McGregor, à avoir réussi un KO dans 3 catégories de poids différentes. Heavyweight, light heavyweight et middleweight. Il est extraordinaire parce que c'est vrai que c'est énorme comme performance de réussir à faire ça, dans un sens ou dans l'autre, hein. Mais c'est énorme. Et c'est vrai que le fait qu'il descende de poids lourd pour un middleweight, c'est juste extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il est descendu de poids lourd. Et en poids lourd, généralement, forcément, disons, quand tu compares les poids lourds en moyenne face au middleweight en moyenne, la différence de profondeur technique dans tous les domaines, elle est monstrueuse en fait. Et pourtant, oui, il est extrêmement puissant et c'est ce qui fait peur quand il est en middleweight parce que il fait mal. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il t'envoie, il va faire mal, Cannonier. Mais techniquement, il est super chaud, il est rapide, il est technique, il est super propre et il a vraiment des déplacements qui sont super intéressants. Il désaxe, il est capable vraiment de lire le combat intelligemment, de lire le rythme de l'adversaire et tout. Et donc, c'est assez dingue qu'il arrive à faire ça en descendant d'une catégorie qui est théoriquement beaucoup plus pauvre en fait. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que effectivement, donc comme il a eu l'habitude de rencontrer, manipuler, encaisser, donner à des poids lourds, c'est clair que t'as vraiment l'impression qu'il y a un différentiel de puissance là en middleweight quoi. T'as des noms comme ça en tête où tu te dis ça pourrait vraiment être intéressant pour eux.
Bah, là, comme ça, à brûle pour point, des noms, pas nécessairement, mais en fait, c'est surtout, je pense, très lié au physique aussi, parce que il a jamais été il était petit pour un heavyweight, Jared Cannonier. Il me semble qu'il est genre à 1m82, un truc comme ça. Il est vraiment, même pour un middleweight, en soi, c'est pas très grand. Donc ça dépend surtout en fait de est-ce que ton physique le permet, parce que enfin des gars comme Francis Ngannou, Cyril Gane, pour les faire descendre en middleweight, faut leur couper les deux jambes, tu vois. Du coup, c'est pour ça que pour un gars comme Jared Cannonier, c'était tout indiqué, parce qu'il avait énormément de masse grasse superflue, il avait entre guillemets, c'est comme un mec comme Roy Nelson en fait. Enfin un gars comme Roy Nelson ou oui, c'est des gars, ils sont théoriquement faits, s'ils étaient dans une forme physique optimale, pour être au minimum en light heavyweight, si ce n'est en middleweight, tu vois. Un gars comme Fedor, à la limite, même pourquoi pas, hein. Enfin, c'est pendant un temps, les questions étaient à propos de Fedor, putain, si jamais il coupait un tout petit peu de poids, il pourrait clairement être en light heavyweight, et alors là, enfin, attention les dégâts, quoi. Donc, là, comme ça, tout de suite, j'ai pas vraiment donc il faudrait aller chercher un morphotype, plutôt petit pour la catégorie heavyweight, avec un petit peu de masse superflue. Parce que par exemple, tu vois, un gars comme Pat Barry, tu vois, ou genre Alain Ngalani, c'est pareil, ils sont petits pour les catégories poids lourds, mais alors pour leur faire perdre du poids, ça va être très compliqué, quoi, parce qu'ils sont déjà particulièrement musclés et massifs. Donc voilà, ça dépendra. Faut juste trouver un morphotype un petit peu similaire à celui d'un Cannonier, d'un Roy Nelson, etc. Et ben voilà, vous êtes servi. Alors Rust, on enchaîne avec notre cher, enfin on poursuit plutôt avec Jared Cannonier, là Ouais. aujourd'hui en middleweight, vrai contender où finalement, moi je commence à avoir quelques petits doutes, dans le sens où, est-ce qu'on l'a pas vu trop beau finalement Jared Cannonier chez les middleweight, tu vois, et que à partir du moment, enfin je trouve qu'il a été un tout petit peu précipité vers le titre. Quand je dis ça, c'est avec Adesanya qui était sur un rythme assez effréné au niveau de justement de ses victoires chez les middleweight. Jared Cannonier il s'est imposé face à quelques gars dont Jack Hermanson, mais qui a jamais été contender de chez contender, et direct tu lui files Robert Whittaker, ce qui est quand même, enfin c'est quand même un gros step up en fait. Et aujourd'hui moi j'ai peur pour Jared Cannonier d'avoir ça. J'ai pas vraiment de mec en tête derrière, enfin à un niveau moins, mais tu vois des Edmond Shabazian, des gars comme ça où tu te dis ça y est c'est le futur, c'est des futurs contenders, et directement tu passes d'un gars comme, par exemple, pour Edmond Chabazian de Brad Tavares à Derek Brunson qui est top 5 mondial, et forcément, ça coince un petit peu. Là, pour Jared Cannonier, est-ce que toi, tu te dis, il est numéro 3 aujourd'hui, il occupe vraiment cette place-là? C'est vrai que c'est pas évident à dire, mais d'un autre côté, c'est difficile de se dire qu'il aurait pu en être autrement, parce qu'en fait, c'est un peu toujours pareil. C'est la manière dont il a battu, par exemple, donc ces 3 victoires en middleweight, David Branch, Jack Hermanson et Anderson Silva. La manière dont il a battu Hermanson et David Branch, parce qu'à l'époque, c'était des noms qui étaient un peu dans le mix, il a fait un tel étalage de puissance que tu te dis, bah ok, clairement, il faut le faire passer à la vitesse supérieure, en fait. C'est-à-dire que tu te dis, il y a un tel fossé entre les gens qui rencontrent là, qui sont pourtant des top 15 bien établis, et lui, que forcément, il faut faire un step up, tu vois. C'est un petit peu comme ce qu'on dit avec Islam Makhachev. Enfin, c'est la manière dont il bat des gens qui, certes, sont classés moins haut, clairement t'indique qu'au niveau des compétences, il faut lui faire passer un gros step-up d'un seul coup, en fait. Donc, je sais pas si j'ai peur, mais je suis content que effectivement qu'on sache, en fait. Je suis content que ce soit contre Gastelum, parce que finalement, c'est vrai que c'est un très bon adversaire qui est extrêmement complet, qui est un vétéran, qui l'a depuis très longtemps. On sait ce qu'il apporte, on sait qu'il est très dangereux. On sait que pour battre Gastelum, il faut quand même apporter quelque chose de vraiment complet et de vraiment spécial. Donc, je pense pas, je sais pas si on l'a vu trop beau, parce qu'il y a le fait qu'il a été battu par Whittaker, et clairement, mais il y a aussi le fait que ce qu'on voit de lui dans la cage, c'est magnifique, quoi. Enfin, que ce soit son jeu de kick, et quels que soient ses kicks, hein, ça peut être les low kicks, parce que franchement, et moi je pense que ça va être un des gros points face à Gastelum, son jeu en kick, donc low kick, tip, front kick, même de temps en temps high kick, il a, il a, il a un timing, il a une rapidité d'exécution et une puissance en plus de ça et une diversité des attaques qui font qu'il est vraiment, vraiment intéressant face aux gars
qui ont une emphase sur l'anglaise et qui se reposent beaucoup sur les mouvements. Parce qu'au début, contre Whittaker, franchement, il arrivait à casser les jambes de Whittaker d'une force. Enfin, ouais, tu te disais vraiment, ok, là, il va y avoir un souci, quoi. Donc, il a un set de compétences qui, en plus de ça, il a un très très bon timing sur ses contres aussi en anglaise. Il a une allonge de porc. Il a 1,97 m d'allonge. J'avais été voir ça tout à l'heure, ce qui est monstrueux pour sa taille et même pour la catégorie des middleweight. Et oui, Gastelum est très rapide et il a une très très bonne anglaise. Mais il me semble du coup que j'avais été voir qu'il a 1,82 m d'allonge, un truc comme ça. 15 centimètres d'allonge à ce niveau-là, c'est énorme, c'est le Pacifique, quoi. Surtout avec quelqu'un comme Cannonier qui est rapide et qui a un très bon timing. Donc, il y a le fait qu'on l'a peut-être vu trop beau, mais je pense pas quand on voit ce qu'il possède et ce qu'on voit, en fait, qui est palpable. Eh bien, si c'est palpable, Rust, ça va le faire pour Jared Cannonier. En tout cas, maintenant, on va passer au pronostic de ce main event. Bah, ça va dépendre un petit peu de l'état de forme de Gastelum, qui a dit que il était revenu et que Et clairement, moi, j'y crois plus du tout. Tout ce que dit plus. Gastelum en interview, parce que... D'autant plus que... Oui, j'allais dire que Rust, les gars, quand Rust, il a été critiqué, la plupart du temps à raison. Non. Rust, quand il est critiqué, généralement, quand on fait les analyses des combattants, je trouve que c'est un petit peu dur parce que Rust, il regarde toutes les interviews, toutes les conférences de presse. Et justement, ce qui fait qu'ensuite, il peut vous sortir une pépite comme Sean Strickland, ou si vous n'avez jamais vu les conférences de presse qui sont complètement dingues, clairement, par moi, qui ne regarde que très rarement les conférences de presse, bah, j'ignorais tout ce qui s'est passé. Il y a des mecs comme ça qui peuvent vraiment faire preuve de transparence, et donc, Rust vous déniche un petit peu tout ça. Donc quand il dit des trucs, bah, ça sort pas de Rust, tout simplement. Parce que là, en gros, il y a des gens qui sont en train de dire que c'est tiré du chapeau ce que je raconte. Non, je disais ça par rapport au précédent Dustin Poirier, et puis je sais plus, il y avait eu un autre combattant aussi comme ça qui avait été en conférence de presse ou en interview, ça avait été un peu compliqué. Donc du coup, là, je te disais ça, comme on va parler de Kelvin Gastelum, en gros, ce qu'on voulait dire avec Rust, c'est que Kelvin Gastelum, il dit tout le temps la même chose en conférence de presse et en interview, donc on peut vraiment pas se fier finalement à ce qu'il va dire, parce que à la différence d'autres combattants qui vont peut-être dire bah quand j'étais en conférence de presse j'étais pas confiant, comme Dustin Poirier avant l'UFC 257, c'était compliqué la fight week et tout, et ensuite quand je suis entré dans la cage, là ça y est, j'ai pris conscience que je pouvais le faire et ça y est, il s'est transformé, voilà. Gastelum, c'est toujours, je suis dans la forme de ma vie, ça va être un truc de malade, il y a le nouveau Gastelum qui est là, et on vise toujours le titre. Ah ouais, alors et c'est tant mieux, hein, parce que on vise toujours le titre. C'est un combattant qui ne dit pas ça, c'est déjà triste avant même de commencer, quoi. Donc ça c'est cool et c'est ce qui fait que c'est quelqu'un de très charismatique, et surtout au-delà de ça, c'est parce qu'il a cette force de caractère qu'il en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que bah il est quand même il cherche à s'améliorer quoi qu'il arrive, il cherche à être la meilleure version de lui-même quoi qu'il arrive, et ça fait que ben même s'il se fait dominer par des gars comme Whittaker, il apporte toujours quelque chose d'extrêmement intéressant du point de vue martial, quoi. Mais là c'est vrai que ça ne change pas, c'est-à-dire que ben, comme les dernières apparitions, en gros, là, cette fois-ci, son angle, c'est ce qui est sûrement vrai, hein, on l'imagine, mais son angle, c'est de dire, bah, là, j'ai été m'entraîner avec Henri Cerudo, j'ai été voir comment est-ce qu'il faisait son training camp, j'ai été voir comment est-ce qu'il s'organisait, comment est-ce qu'il se structurait, et clairement, ça a changé pas mal de choses pour moi, parce que maintenant, je vois comment s'entraîne un champion qui a la gagne dans le sang. Donc bon, ben voilà, enfin c'est peut-être, et de toute façon c'est sûr, tu vois, qui s'est inspiré de manière de faire d'un ancien champion olympique qui a été double champion UFC, etc. Mais voilà, de là à dire effectivement que c'est quelque chose qui va radicalement changer sa manière de faire et la manière dont il arrive dans l'octogone, effectivement, c'est peut-être un petit peu un grand écart, quoi. Du coup, ouais, il y a des chances qu'on ait un Kelvin Gastelum effectivement peut-être un petit peu plus en forme que d'habitude, mais voilà, faudra pas s'attendre à ce que ce soit, je pense, j'espère qu'on va se tromper, mais faudra pas s'attendre à ce que ce soit un Kelvin Gastelum genre 4.0, quoi. Et avant de passer au pronostic, oui, c'est vrai qu'il y a eu, la question est revenue pas mal de fois, donc vous ne trouvez pas, donc c'est là Alexei qui nous dit ça, vous ne trouvez pas que Gastelum reste petit pour cette catégorie des 84 kilos? Ah bah ça si. D'ailleurs c'est marrant parce que
on vient de faire, comment dire, un argument, enfin pas un argument, mais on vient de réfléchir à pourquoi est-ce que certains heavyweights pourraient descendre en middleweight, qui, etc. Bah, c'est valable un peu pour toutes les KT en fait. Hein. Et Galvin Gastelum fait partie de ces gens qui ont toujours eu un problème avec le weight cut, le régime, etc. Et qui, bah, c'est pas pour rien qu'il vient de welterweight, Kelvin Gastelum. C'est-à-dire que il a fait le tough en middleweight. Après ça, il est retombé en welterweight. Et c'est juste qu'il avait tellement de problèmes à faire le poids à chaque fois que du coup, bon, il a dit, vas-y, bon, bah, ok, on va rester en middleweight. Mais il a combattu Tyrone Woodley, il a eu du succès en welterweight, etc. Mais clairement, il traîne un petit peu de masse superflue en middleweight, quoi. C'est plutôt par, entre guillemets, confort qu'il reste en middleweight. Après, c'est un débat, on va pas se lancer dedans, mais c'est un peu comme Frankie Edgar à l'époque, tu vois. C'est bah, d'un autre côté, s'il n'a pas à se tuer en weight cut pour descendre en welterweight, c'est peut-être bien aussi en fait. Hein. Donc c'est un équilibre quoi. Ouais, mais pour le coup, à la différence de Frankie Edgar, et c'est pour ça que moi je pense que Gastelum devrait faire tous les efforts possibles pour descendre en 77, c'est que Frankie Edgar, c'est un mec qui ne cut pas, mais tu vois, qui a pas de gras superflu, tu vois. Kelvin Gastelum, on voit Oui. vraiment que c'est par confort, et c'est ça qui, moi, m'embête un petit peu avec lui, c'est que je pense qu'on ne le verra jamais dans son enfin, accomplir son plein potentiel finalement. Et il y a quelqu'un même dans le chat qui dit, personnellement, je pense que ça se passerait très mal pour Gastelum, Imavov contre Kelvin Gastelum, tu vois. Ah, aujourd'hui, c'est chaud. Aujourd'hui, c'est chaud parce que Gastelum, il n'a plus la même rapidité d'exécution. Et entre guillemets, même au niveau des déplacements, j'ai l'impression, c'est plus exactement comme avant. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a un fil rouge qui a été qui est exploitable maintenant en fait avec Kelvin Gastelum. Et c'est vrai que du coup, il y a plus. Je pense que maintenant les gens et quelqu'un comme Nassourdine Imavov le verraient plutôt comme une opportunité et certes un combat difficile, mais tu sais que c'est faisable en fait maintenant. Contre Gastelum, il y a vraiment ce côté, tu sais que c'est faisable. Et ouais, quelqu'un comme Nassourdine Imavov qui se repose énormément sur sa rapidité, son explosivité, son impact, des déplacements, de l'intelligence des déplacements, etc. Ben, ça rappelle un peu un Gastelum de l'ancienne époque, mais effectivement, j'aurais tendance à penser que s'il y avait ce combat-là, ce serait un passage de flambeau aussi à l'avantage de Nassourdine Imavov. Voilà, donc en tout cas, à suivre pour Kelvin Gastelum, mais moi je partage complètement l'avis de Rost. Hein, enfin, je trouve que c'est dommage que qu'il ait pas fait... Enfin voilà, c'est pas un mec, si vous voulez, bah on parlait de Nassourdine, c'est pas un gars comme Nassourdine qui, pour faire le poids en 77, était vraiment obligé d'y aller énormément niveau weight cutting, et là aujourd'hui, quand vous voyez Nassourdine, il n'y a pas de gras quand il est en middleweight. Là, Gastelum, il est bien, quoi. C'est agréable pour lui d'être en middleweight, et c'est assez dommage parce que c'est un mec qui mine de rien a pas mal de qualité, il a fait des grosses guerres aussi chez les middleweight, et je pense vraiment, tu vois, que ça pourrait peut-être être compliqué, tu vois, mais on n'est pas au bout de l'histoire Kelvin Gastelum, mais si là, tu vois, ça se passe mal, par exemple, face à Jared Cannonier, ça resterait une véritable option pour lui que de descendre, tu vois, j'enterrerais pas du tout ça et de se dire, bon bah aujourd'hui, il ne peut plus retrouver le chemin vers le title shot. Ouais, ouais. Je vais être tout à fait honnête avec toi. En fait, quand t'as dit qu'il a eu des guerres, j'ai commencé à repenser à Adesanya Gastelum, mais je j'ai pas écouté la suite. Excuse-moi. Bah merci. Bah merci, Ross, ça fait toujours Non, non, plaisir. j'étais reparti dans le combat et du coup oui. j'ai. Ouais, Wow. pardon. Donc ouais, voilà. Donc mais je pensais donc les guerres, je pensais aussi à Jacare Souza au Brésil où il s'était imposé face à Jacare par décision partagée. Il avait même mis knockdown. Il avait même mis knockdown Jacare Souza. Alors le pronostic, Rost. Ben je vais mettre Canonnier. Je vais mettre Canonnier. Après un combat qui, je pense, sera très intéressant, mais je pense que la puissance de Canonnier va faire une différence. Comme on l'a dit, je pense l'allonge et le timing de Canonnier vont, je pense, apporter un sacré souci à Gastelum, même s'il est extrêmement rapide et ses entrées sont toujours percutantes en anglaise, etc. Il est rapide, mais je pense que face à un gars comme Canonnier, ça va être compliqué. Qui, en plus de ça, je pense va mettre une grosse emphase sur les low kicks pour essayer de couper les jambes de Gastelum. Ouais. Je pense que ça va être Gastelum face à une bête peut-être un peu trop puissante. Je pense. Donc je vais mettre Canonnier.
Moi, je mets Kelvin Gastelum par décision unanime. Voilà. Ce qui est fort possible. Hein, Ouais, parce qu'il peut très bien faire une masterclass. Hein. C'est pour ça. Donc en tout cas, affaire à suivre. Mon cher Ross, maintenant on s'intéresse au Bellator. Cocorico, Cheick Kongo de retour face à Sergei Kharitonov. Vous ne le connaissez pas, mais cet homme est très, 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 très dangereux. Plus dans Je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent quand même, Kharitonov. Hein, en vrai. On va bien voir, n'hésitez pas à le lire dans les commentaires. Rust, parle-nous de Kharitonov, qui certes n'est plus dans son prime, en tout cas à mon sens, et je pense qu'il aurait pu accomplir de plus... Je vais pas dire qu'il est passé à côté de son prime, mais tu vois, ça fait partie de ces gars-là qui, à mon avis, auraient pu, en termes de titres, faire de plus grandes choses que ce qu'ils l'ont fait. Faire du sale. Bah, Sergei Kharitonov, c'est alors là, vétéran de chez vétéran, quoi. Enfin, vétéran du Pride, vétéran. Il a pas fait l'UF. Même à l'époque, non, je ne crois pas. Il a pas fait l'UFC, mais c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement dangereux, qui que ce soit qu'il affronte en fait. Et il a affronté quasiment tout le monde. Et c'est toujours un régal à regarder Sergei Kharitonov en fait, parce que c'est un gars, bon, au-delà du fait qu'il est trop stylé, ancien mec des forces spéciales, parachutiste, etc. en Russie. Mais au-delà de tout ça, qui rend le personnage intéressant, c'est un gars. Il a remporté pas mal de prix d'ailleurs pour des championnats de MMA à l'intérieur de l'armée russe. Et c'est pas, ça veut dire quelque chose dans le sens, ben, il a commencé, comment dire, en étant très très jeune, il est entré dans l'armée en étant très très jeune, mais ça veut dire que du coup, il a vraiment été biberonné un petit peu aux techniques de combat, mais donc y compris grappling et lutte, parce que c'était un combat complet au sein de l'armée, et il a gagné des compétitions intra machin, etc. Et quand il est arrivé et qu'il a du coup, il a commencé, il était tellement chaud qu'en gros, il a commencé à un petit peu comme Crocop en fait, qui avait eu une permission de la part de son chef, je sais pas quel était le peloton, le nom du peloton dans lequel il était à l'époque, mais en gros, ils étaient tellement chauds tous les deux dans leur domaine qui était le combat que du coup, ils ont reçu des permissions d'aller en gros mettre à profit et représenter un peu dans des compétitions professionnelles. C'est ce qui s'est passé aussi avec Kharitonov et du coup, il a été au Pride, il a eu du succès au Pride, il a mis des KO un petit peu partout et comment dire, et encore aujourd'hui en poids lourd, il a une aisance, une facilité, un coup d'œil qui sont mais magnifiques en fait. Tu sais, ça fait partie de ces gens. Je sais pas pourquoi je pense à un tennisman, mais j'ai plus son nom et je sais que tu le kiffais. Je crois que c'est Marat Safin ou un truc comme ça, un gars. Il avait un talent extraordinaire, mais tu sentais un petit peu un peu comme Ignashov, tu vois le Red Scorpion en kickboxing, tu sens qu'il a un talent monstrueux, mais que bon, ouais, on se donne un peu, on s'entraîne bien, mais voilà, tranquille, tu vois. Et du coup, ça a fait quelqu'un qui, effectivement, je suis d'accord avec toi, est peut-être passé à côté d'une carrière qui aurait pu être beaucoup plus brillante, mais qui, mine de rien, reste une gourmandise à regarder combattre, en fait. Même maintenant en poids lourd, et en plus, ce qui est bien, c'est que même quand tu es à côté de ton prime en poids lourd, tu peux faire des dingueries parce que c'est une catégorie qui est plus permissive. Même maintenant, en fait, c'est trop beau en fait de le voir combattre. Il met des KO, il met des comment dire des KO juste au coup d'œil avec des uppercuts monstrueux. Il a une anglaise qui est extrêmement fluide, décontractée, mais ultra lourde et efficace. C'est trop beau ce qu'il fait Kharitonov. Et en face, Cheick Kongo, on le présente même plus, quoi. Cheick Kongo, kickboxer, puis Muay Thai d'ailleurs, Nak Muay, puis UFC, des combats extraordinaires contre Pat Barry, des KO monstrueux. Il a mis knockdown 2 fois Ken Velasquez lors de leur combat. Grosse carrière à l'UFC, puis ensuite grosse carrière au Bellator. Là, il est mine de rien sur une série. Je pense que sur ces 10 derniers combats, il a peut-être 1 ou 2 défaites seulement, un truc comme ça. Même sur ses 15 derniers combats, il me semble, parce que ça remonte assez loin. Donc c'est vraiment cool. Gros combat de vétérans. Et il y a moyen que ce soit spectaculaire. Ça dépendra de s'il décide d'y aller ou pas. Mais en tout cas, il y a des chances que ça reste debout, hein, c'est clair, on va pas se mentir. Mais si ça reste debout et qu'il décide de pousser un petit peu le rythme, ça peut être très intéressant et beau. J'espère que vous êtes hypé par la présentation de Rust, et effectivement, il y a pas mal de gens qui ne connaissaient pas Sergei Kharitonov dans le chat. Franchement, vous allez kiffer. Hein. Allez voir des petits highlights, vous allez vous régaler. C'est trop beau ce qu'il fait. Et pour Cheick Kongo, alors est-ce qu'en cas de victoire, parce qu'on a parlé de l'adversaire, mais là, est-ce que Cheick Kongo, donc qui était dans les starting blocks, donc qui a eu son title shot face à Ryan Bader, qui s'est terminé assez tristement par Ipoke, donc sans décision finalement. Ouais. Depuis, malheureusement aussi, Cheick Kongo s'est incliné par décision
unanime face à Tim Johnson pour la grande première du Bellator en France. Donc Tim Johnson qui depuis lui a perdu dans son combat pour le titre intérimaire. Et donc là, selon toute vraisemblance, en tout cas c'est ce que dit Cheick Kongo, lui il veut retrouver Ryan Bader, il a dit je suis même prêt à l'affronter dans la rue, et il voit ce combat-là contre Kharitonov comme son ticket pour le prochain title shot. Alors toi, Rust, est-ce que à 46 ans t'y crois pour Cheick Kongo et tu te dis qu'effectivement grâce à ce combat-là, il va retrouver la route du title shot? Et surtout, est-ce que face à Sergei Kharitonov, justement, on peut avoir un Cheick Kongo qui va s'imposer tout simplement, et quelqu'un en chat qui nous disait 42 ans pour Cheick Kongo, ça s'est vu lors de son dernier combat. Bah, le gros avantage, c'est qu'on est en poids lourd. Et que quelle que soit ton organisation, comme quand t'es en poids lourd, t'es grosso modo quasiment toujours à 2 ou 3 combats ultra spectaculaires, victoires, de combattre pour le titre, en fait. C'est vraiment, c'est la catégorie où l'âge a le moins d'importance entre guillemets. Donc honnêtement, si jamais là il fait un truc ultra spectaculaire contre Kharitonov, et que ensuite il enchaîne avec une autre victoire ultra spectaculaire contre un autre gros nom en poids lourd, c'est carrément pas, ce ne serait pas déconnant quoi. Et comme on l'a dit, surtout au vu du nombre de victoires qu'il a eu, sur toutes ses dernières apparitions. Donc, ce serait pas forcément déconnant, d'autant plus que la catégorie poids lourd au Bellator, enfin même à l'UFC, mais c'est pas forcément, c'est pas la plus dense quoi. Donc, Cheick Kongo a un nom. Cheick Kongo a déjà combattu effectivement pour le titre au Bellator. Il est vétéran de l'UFC, tout le monde le connaît un petit peu dans le game. Donc, ce serait pas déconnant. C'est clair que par contre, évidemment, comme tous, et c'est un peu ce dont on parlait aussi hier dans le podcast quand Khabib parlait de José Aldo, ils vont pas en rajeunissant et leur pic physique est passé, c'est sûr. Après, genre entre 27 et 30, c'est clair que tu déclines, mais voilà, ce serait pas déconnant. C'est des poids lourds quoi. Mais effectivement, par contre, ça va être très très chaud. Ça va être très très chaud parce que ça va se passer debout. Pour mettre KO Kharitonov, faut vraiment se ramener avec une pelleteuse. Bon, l'avantage, c'est que il a la pelleteuse, Cheick Kongo. Donc, ça peut se faire. Dernier sujet de cette actu en sueur, ladies and gentlemen. Les combattants et combattantes, certaines, se retrouvent dans une situation compliquée, puisque du changement à venir chez OnlyFans. On ne pensait jamais évoquer le sujet, c'est la sueur. Et pourtant, si on regarde, mine de rien, de l'ampleur que prend cette plateforme auprès d'un certain nombre de combattantes, là, je sais que donc il y avait Paige Van Zandt qui a fait ça, mais je crois que c'est sur sa propre plateforme. Il y a aussi, il y a Bec Rawlings qui a, à un moment donné, qui a dit qu'elle faisait énormément, grâce à OnlyFans. Il y a aussi la combattante qui s'était pris un KO de l'espace par Jessica Eye, qui elle aussi a un OnlyFans. Enfin bref, il y a pas mal de combattantes qui sont sur cette plateforme. Il y a aussi, mais lui c'est pas du tout de contenu, on va dire, de nudité. Olé olé. C'est Diego Sanchez qui a aussi sa page OnlyFans. Donc voilà. Il y avait pas Adesanya qui avait aussi un OnlyFans? Adesanya aussi un OnlyFans, ouais. Donc et eux c'est vraiment dans le côté professionnel, voir les behind the scenes des athlètes. Rust, que s'est-il passé avec OnlyFans? Là, on se fait plaisir, hein, clairement, on se fait plaisir, mais mine de rien, il y a un petit parallèle avec le monde du MMA qui fait que effectivement, c'était quand même une source de revenus additionnels pour quelques combattantes et qui ont été très vocales sur le sujet. Et donc effectivement, OnlyFans qui a décidé de bannir tout contenu qui était explicitement à caractère sexuel avec de la nudité. Et du coup, probablement que ce sera la fin de OnlyFans, hein, donc un petit peu comme Tumblr à l'époque qui avait décidé de bannir les contenus du même genre. Donc la fin d'OnlyFans et un concurrent verra probablement le jour, mais après comme c'est les banques qui ont l'air d'avoir mis le haut là, ça va peut-être être compliqué. Mais du coup, oui, c'est probablement effectivement la fin d'une alternative financièrement intéressante et qui a été utilisée comme telle par pas mal de combattantes. Donc, dur, quoi. À suivre, en tout cas, pour la plateforme. On vous tiendra pas au courant, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre comme move. On en parlait avec Rust, un peu comme ce qui s'est passé avec Tumblr. En gros, vous avez un site qui est ultra populaire pour ça et qui se prive. Je pense qu'il y a eu aussi des
des pressions extérieures, mais là on est vraisemblablement sur la fin d'OnlyFans, donc Ouais. assez Non, bizarre. c'est très étonnant et c'est très étonnant d'autant plus que généralement l'argent est roi, quel que Mhm. soit ce genre enfin, de business quoi. De toute façon, quel que soit le business, enfin j'ai envie de dire, mais là en particulier, c'est vrai que ça ça représentait tellement des sommes mais faramineuses et ça avait un tel succès que c'est vrai que on se dit bah oui probablement effectivement que la seule raison c'est que bah, comme ce qui s'est passé aux States, mais le Congrès a décidé que soit il y avait des mineurs qui étaient exploités, ou il y avait des trucs qui n'étaient pas tolérables au regard de la loi, et du coup ils ont dit vas-y bon on va mettre le haut là. Mais parce que sinon du point de vue financier, il y avait tellement de gens qui faisaient des millions grâce à ça que c'est vrai que c'est d'autant plus étonnant qu'il y ait un coup de sifflet par rapport à tout ça. Ouais, C'est et c'est bizarre. Paige Van Zandt qui expliquait, donc elle est pas sur OnlyFans, mais ça peut vous donner une Elle a idée sa que, propre plateforme, ouais. exactement, elle a sa propre plateforme, elle a expliqué que financièrement, elle gagnait beaucoup plus que lorsqu'elle était à l'UFC. Et c'est vrai qu'on pense notamment, vous l'avez dit dans le chat, à Valérie Loureda, à Ostrovich, qui elles aussi sont sur cette plateforme-là, et ça va pas mal les impacter. Je pense qu'il y a un certain nombre de combattantes, parce que c'est surtout elles qui sont sur cette plateforme-là, qui vont devoir trouver d'autres alternatives, parce que c'est vrai que généralement, les combattantes qui sont sur ces plateformes-là ne sont pas en course pour le titre, donc elles n'ont pas la paye qui va avec, donc c'est vrai que ça fait soit un complément de salaire énorme, ou tout simplement un autre salaire qui est quand même hyper intéressant. On a Flantier 94 qui nous dit comment osez-vous traiter ce sujet sans le polydomso. C'est comme faire un criminologie sans faire non. Bah oui, on sait bien, on sait bien. Mais ouais, là, le truc, c'est que depuis cette annonce, donc il y a un peu plus de 24 heures, la Polydomso essaye de récupérer tous ses comptes OnlyFans et tout ça. Donc il a d'autres chats à fouetter. Voilà. Oui, oui, c'est le branle-bas de combat là. C'est un petit peu comme tu sais quand le Bitcoin a perdu toute sa valeur. Là, c'est pareil. Là, il va falloir récupérer là. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et plus sérieusement, c'est tu vois pour faire un parallèle et continuer à essayer de faire un parallèle parce qu'on avait envie d'en parler parce que c'était marrant. Mais il y a quand même un petit parallèle effectivement avec le MMA. Mais c'est l'équivalent pour les mecs. Généralement, c'est Twitch en fait. C'est jouer à des jeux vidéo comme le faisait comme le faisait Demetrius Johnson. Je crois que ça a été un des premiers à être médiatique par Ouais, rapport c'est à un ça. des Il avait premiers même un complètement. partenariat avec Xbox. Exactement. Et, et du coup, là, il y a Sean O'Malley qui est très connu pour ça. Il y a, Max je Holloway, sais, Max Holloway, absolument. mais qui est pas Je sur sais Twitch, pas. Max Holloway, il est sur Facebook Gaming. Oh, je sais qu'il y a aussi un gros gamer, c'est Robert Whittaker, mais je ne sais pas s'il en tire profit et aussi il a une plateforme. Je sais juste qu'il adore ça et qu'en gros d'ailleurs il parle très souvent de ça en disant bah moi c'est ce que je kiffe en fait, c'est que quand il y a des énormes quarantaines dans des hôtels, bon ça me fait super chier parce que je vois pas ma famille et que c'est ça le plus important. Mais par contre, j'ai mon PC de compétition et je peux geeker, mais le plus éhontément du monde. Et il disait, et en plus de ça, quand j'ai gagné, c'est-à-dire que la dernière fois, je sais, donc c'était le dernier combat de Whittaker, donc ça devait être Gastelum. Et quand il est revenu, du coup, il avait une quarantaine avant de pouvoir revenir, il me semble, du coup, en Australie. Et il devait passer, je crois, une semaine et demie ou 2 semaines dans un hôtel. Et il disait, et alors là, par contre, bon, ça fait chier parce que je vois pas ma famille, mais en revanche, tu te sens pas coupable parce que tu as gagné ton combat et que tu as fait ton taf, t'as ton ordi et tu peux jouer sans une once de culpabilité toute la putain de journée en te faisant livrer des Uber Eats. Et il a dit, et ça c'est extraordinaire. Donc, oh là là, mais qu'est-ce que je le kiffe, Robert Whittaker. Ah là là. Enfin voilà, donc fin de l'histoire pour OnlyFans. See ya very soon, vous savez, big shout out à My Sweet Pea. My Sweet Protein en ce moment, moins 33% supplémentaires en plus, et jusqu'à moins 55% sur les soldes, enfin sur les soldes, en tout cas période de promo sur My Protein. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, you already know. See ya very soon, Big Rusty. Let's go. À la Mais prochaine. on fait plus de shout-out à Tsume. On fait le truc, c'est que ce qui est compliqué avec Tsume, c'est si vous voulez, vous savez de toute façon, on est sponsorisé par Tsume, mais là, on n'est pas du tout au studio, donc c'est vrai que les gens ne peuvent pas voir en fait exactement ce qu'on peut leur montrer. Là, ça va bientôt changer parce qu'on fera plus de podcasts au studio. En tout cas, je croise les doigts pour ça. Mais voilà, en tout cas, vous savez, on est sponsorisé par Tsume. Le site, c'est tsume-art.com. Ils font des super statues, vous les avez vus avec notre magnifique
Super Broly. Donc voilà, là le truc c'est que malheureusement on ne peut pas vous en montrer puisque Rust et moi-même sommes dans nos domiciles respectifs, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas on est sponsorisé par Tumé, on est très très content d'être sponsorisé par Tumé, et puis surtout on prépare des choses intéressantes pour la fin de l'année avec eux. Mais voilà, mais pour l'instant, là en tout cas quand on n'est pas au studio, on ne peut pas vous montrer de manière tangible ce qu'ils proposent. Donc voilà, mais vous le savez, on est sponsorisé par Tumé, à chaque fois il y a la petite bannière en entrée de podcast, et puis on en parle ici et là, il y a le Broly, là il y a le Saitama, et bien d'autres choses encore, n'est-ce pas Big Rusty? Ah bah absolument, ouais. Ben voilà. De toutes les licences en plus. Exactement, allez, à la prochaine. See ya. I'm fucking coming for you!